ici. Comme le disait Caroline, ma communication aujourd'hui portera sur la génétique de population dite classique et plus précisément sur les rapports entre la génétique de population classique et le problème de l'explication de la complexité évolutive du vivant par les biais de sa réduction. Plus précisément, je tâcherai de répondre à la question de savoir en quoi la boîte à outils de la génétique des populations classiques permet justement de réduire la complexité évolutive du vivant. Cette question en soulève néanmoins trois autres. Premièrement, donc, qu'est-ce que la génétique des populations classiques? Deuxièmement, que signifie l'expression complexité évolutive du vivant? Et donc, comment pourrait-on la réduire? Et troisièmement, en quoi les outils de la génétique de population classique permettent-ils de rendre compte des phénomènes évolutifs complexes, comme par exemple la diversité des taux évolutifs qui caractérisent différents phyla? Afin de répondre à la première question, l'on peut emprunter les mots prononcés par Ernst Mayr lors du Cold Spring Harbor Symposium on Quantic Biology consacré à la place de la génétique des populations dans la biologie évolutive et qui justement eut lieu en 1959 et au cours duquel Mayr, dans son intervention, a tracé une distinction entre la génétique des populations justement classiques et une génétique des populations modernes, entre guillemets modernes. La génétique des populations classiques, affirme Mayr, liée au nom de Harry Fisher, Sewell Wright et J.B.S. Haldane, est mathématique et sa contribution au développement de la génétique de population a largement été mise en valeur. En ce qui concerne la génétique de population moderne, au contraire, qui est liée à des noms tels que Francis Sandler, Nikolai Timofeev-Ressovsky et Theodosius Dobzhansky, cette dernière avait ses racines dans la systématique des populations et Mayr estimait justement que sa contribution avait été injustement ignorée au profit de la contribution des généticiens, mathématiciens et théoriciens des populations. Donc, de cette définition un peu polémique que donne Mayr de ce qu'est la génétique de population classique, on peut en déduire que cette dernière n'est rien d'autre que la branche théorique et mathématique de la génétique de population dont les concepts et les méthodes sont liés justement, sont enracinés justement dans les approches proposées par Fisher, Wright et Haldane entre les années 1920 et les années 1940. De manière plus spécifique, la génétique des populations classiques peut se définir par les biais de deux éléments, à savoir, d'une part, un ensemble de questions de recherche et, d'autre part, un ensemble de modèles mathématiques visant à répondre à de telles questions, qui constituent justement la boîte à outils à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Donc, en ce qui concerne les questions de recherche qui animent la génétique des populations classiques, elles ont trait à l'étude de l'évolution des populations d'organismes, où justement l'évolution est conçue comme étant la variation des fréquences relatives des génotypes et des allèles qui constituent les poules génétiques des populations en question. Et donc, de plus,
comme le principe dit de Hardy-Weinberg permet de démontrer que, en l'absence de tout facteur qui puisse biaiser la distribution des fréquences des génotypes et des allèles qui découlent des seules lois de Mendel, une telle distribution atteint un état d'équilibre. Tout écart par rapport aux fréquences que permet de calculer ce même principe s'expliquera par l'action de quelques facteurs évolutifs dont les principaux sont au nombre de 4, la mutation, la dérive génétique aléatoire, la sélection et la migration. Les questions dont s'occupe la génétique de population classique se résument par conséquent à l'interrogation suivante. À quelle distribution de fréquences dois-je m'attendre sur l'hypothèse que la population en question soit à l'équilibre? Et, dans le cas contraire, quels sont les facteurs qui permettent de rendre compte des écarts observés par rapport à l'état d'équilibre dont on a fait l'hypothèse? Afin de répondre à de telles questions, la génétique de population classique dispose d'un certain nombre de modèles mathématiques. Ces modèles consistent, comme l'observent James Crow et Moto Kimura dans leur manuel de référence sur la génétique théorique des populations. C'est donc, comme l'observent Crow et Kimura, les modèles de la génétique de population classique consistent dans des représentations simplifiées des phénomènes qui font l'objet de l'interrogation dont je parlais tout à l'heure. Et de tels modèles se construisent justement par l'abstraction des aspects les plus signifiants des situations réelles qu'étudient les généticiens de population. Or, un tel processus d'abstraction s'opère à deux niveaux distincts. Le premier niveau d'abstraction concerne, disons, le substrat des facteurs évolutifs qu'étudient les généticiens de population. Et donc, cette première opération d'abstraction consiste dans la modélisation de la population que l'on étudie, comme s'il s'agissait d'un système génétique qui se compose d'un certain nombre d'allèles alternatifs situés dans un certain nombre de loci. De ce point de vue, les modèles les plus simples sont du type locus galélique autosomique. Donc, on considère un seul locus où se trouvent deux allèles alternatifs et ce locus est, on fait l'hypothèse que ce locus se trouve sur un chromosome autosomique. Les secondes niveaux d'abstraction concernent en revanche la modélisation des mécanismes qui produisent le changement évolutif, tel qu'il est défini dans les contextes de la génétique de population classique. Donc, tout comme dans les cadres de la mécanique classique, la mécanique newtonienne, les mécanismes qui engendrent la variation de l'état de mouvement d'un corps sont modélisés comme des couples vecteurs points d'application, et donc comme des forces. Dans les cadres de la génétique de population classique, les mécanismes qui produisent les changements évolutifs sont modélisés comme des couples fréquences-coefficients, et donc comme des variations des fréquences alléliques ou génotypiques. Un exemple paradigmatique de modèle de la génétique de population classique est fourni par ces modèles d'équilibre sélection-mutation à génération discrète que vous pouvez voir à l'écran. Et donc il s'agit d'une version simplifiée du modèle que propose Stuart Wright dans son article sur la théorie de la dominance de Fischer et que l'on trouve encore une fois dans les manuels des Crow et Kimura. Donc, dans ces cas, on considère un locus galénique où est situé un allèle dit sauvage, l'allèle
donc les locus et locus A, l'allèle sauvage est l'allèle A1, et l'on considère un deuxième allèle alternatif, l'allèle A2, qui n'est rien d'autre qu'une mutation de l'allèle A1. Donc, dans cette table qui représente les éléments fondamentaux du modèle, sont représentés justement les génotypes qui correspondent aux combinaisons possibles de ces deux allèles, donc les génotypes homozygotes A pour l'allèle 1, les génotypes hétérozygotes A1, A2 et les génotypes homozygotes pour l'allèle 2. Dans cette table, on voit également les coefficients qui permettent justement d'étudier la manière dont les fréquences relatives de ces trois génotypes possibles vont varier sous l'action des deux forces, deux facteurs évolutifs, donc la sélection et la mutation. Donc les coefficients principaux sont les coefficients de fitness darwinienne, W. Et donc, en prenant comme coefficient de référence les coefficients de l'allèle sauvage, B, W11, on peut exprimer les coefficients de fitness darwinienne en prenant comme point de référence les coefficients de fitness du génotype homozygote pour l'allèle sauvage 1, donc W11, on peut définir les coefficients de fitness darwinienne dont sont affectés les deux autres génotypes possibles. Donc, les coefficients W1, 2, c'est défini justement en fonction du coefficient de fitness de W11 à l'aide de deux paramètres secondaires, les paramètres H et les paramètres S. Donc, ces deux paramètres permettent justement de mesurer la différence entre la contribution que l'allèle sauvage apporte à la fitness du génotype hétérozygote et la contribution que l'allèle mutant apporte à la fitness de ce même génotype. Donc, plus précisément, les paramètres S mesurent la différence de fitness entre les génotypes, entre l'allèle 1 et l'allèle 2. Et donc, il s'agit d'un nombre qui est compris entre 0 et 1. Et si par exemple la mutation en question est une mutation létale, les coefficients S prend une valeur égale à 1, ce qui fait en sorte que les coefficients de fitness du génotype homozygote pour l'allèle mutant soit égal à 0. En ce qui concerne les paramètres H, c'est un paramètre qui mesure le degré de dominance justement de la mutation. Et donc, si la mutation en question est parfaitement récessive, les paramètres H prennent une valeur égale à 0, alors que si la mutation en question est parfaitement dominante,
les paramètres h prend une valeur égale à 1. Et toutes les valeurs qui sont comprises entre 0 et 1 servent à décrire des situations de dominance imparfaite. Et donc, la troisième ligne, on peut lire justement les fréquences relatives des différentes génotypes et en bas, juste au-dessus de la table, de cette table, cette matrice qui résume un peu les éléments fondamentaux du modèle, on trouve l'équation, on peut lire l'équation qui permet de calculer la fitness moyenne associée aux deux allèles en question, qui n'est rien d'autre qu'une moyenne pondérée des coefficients de fitness des trois génotypes possibles, où les trois en question sont justement les fréquences des différents génotypes. Donc, à partir de ces modèles relativement simples, on peut faire des prévisions sur la manière dont va évoluer la composition, disons la composition de ce système, et donc les fréquences relatives des trois génotypes en question. Par exemple, si les coefficients de fitness W11 et W22 sont inférieurs aux coefficients de fitness, si les coefficients de fitness W12 et W22 sont inférieurs au premier coefficient de fitness, celui qui est associé au génotype homozygote pour l'allèle numéro 1, la fréquence de l'allèle, on pourra s'attendre à ce que la fréquence de l'allèle mutant, l'allèle A2, diminuera, à moins que cette diminution ne soit contrecarrée par un taux de mutation positif des allèles A1 en allèle A2. Par conséquent, si on peut déduire la fréquence de l'allèle A1 à la génération T plus 1 en fonction de sa fréquence à la génération T. Et donc, cette fréquence à la génération T plus 1, T plus 1, est donnée par la moyenne pondérée des valeurs de fitness des deux génotypes auxquels contribue, dans lesquels apparaît l'allèle en question, multiplié par un facteur 1 moins U, où U est précisément les taux de mutation des allèles A1 en allèle A2, et donc ces facteurs 1 moins U représentent la fraction de allèles A1 qui ne vont pas se transformer en allèle A2 par mutation à la génération suivante, donc au passage de la génération T à la génération T plus 1. Si la population est à l'équilibre à une certaine génération T, la fréquence P1 de l'allèle A1 et la fréquence P2 de l'allèle A2 demeurent constantes,
si bien que l'on peut écrire les systèmes d'équations que vous voyez ici, et qui permet justement de calculer la fréquence d'équilibre des deux allèles en question. Donc, ce système d'équations décrit ainsi la composition génétique de la population ainsi modélisée à l'état d'équilibre. Et il est possible de rendre ces modèles plus réalistes en ajoutant des contraintes relatives qui permettent de modéliser des situations plus compliquées. Par exemple, la présence d'un allèle complètement récessif ou les contraintes posées par les croisements aléatoires avec une dominance partielle ou complète au sein de la population en question, etc. etc. En ce qui concerne la deuxième question, comment on peut définir la complexité évolutive, cette question nous appelle à une analyse, fût-elle minimale, du concept même des complexités, lorsque ce dernier est appliqué aux objets des sciences biologiques en général et de la biologie d'évolution en particulier. Pour ce faire, l'on peut adopter l'approche que suggère Sandra Mitchell, qui identifie trois aspects fondamentaux de la complexité du vivant. Premièrement, il s'agit de la complexité du vivant peut être, selon Sandra Mitchell, de nature compositionnelle, au sens où les organismes sont structurellement complexes, étant donné qu'ils constituent des totalités qui se composent de plusieurs parties, qui sont elles-mêmes organisées de manière non aléatoire. Deuxièmement, la complexité du vivant peut être une complexité de nature dynamique, puisque les processus par l'effet desquels les organismes évoluent et se développent sont eux-mêmes des processus complexes. Troisièmement, il existe un aspect proprement évolutif de la complexité du vivant et qui consiste en ceci que la nature des formes de vie qui ont pu évoluer sous l'effet des différents facteurs évolutifs, tout en faisant face aux mêmes défis adaptatifs, est extrêmement variée. Donc cette complexité découle des différentes réponses que les organismes peuvent apporter aux mêmes défis adaptatifs. C'est donc ce troisième aspect de la complexité du vivant qui m'intéresse aujourd'hui. Et donc, cela étant dit, en quoi les modèles de la génétique de population classique seraient-ils en mesure d'expliquer un tel aspect de la complexité du vivant? Donc, l'une des critiques les plus fréquentes qui ont été adressées à la génétique des populations classiques concerne précisément l'incapacité présumée de cette dernière à saisir la complexité évolutive du vivant. Et c'est précisément dans un tel sens qu'on peut interpréter la fameuse remarque de Ernst Mayr qui justement a qualifié la période dominée par l'émergence de la génétique des populations classiques avec ces modèles mathématiques de période de simplification à outrance, au cours de laquelle le changement évolutif a été réduit à l'ajout ou à un enlèvement de gènes à partir, disons, à l'ajout ou à l'enlèvement de gènes dans le contexte du pool génétique d'une population donnée, comme s'il s'agissait d'ajouter des haricots dans un sachet ou d'enlever justement des haricots dans un sachet. Donc, aux yeux de Mayr, les modèles de la génétique population classique
ne saurait, ne saurait saisir, ne saurait rendre compte de la complexité évolutive du vivant, en ceci qu'il se fonderait sur une approche excessivement réductionniste. La thèse que je voudrais défendre est précisément que les modèles, les modèles de réduction sur lesquels se fonde cette critique de Mère est un modèle qui n'est pas est inadéquat pour saisir la nature de la démarche qui sous-tend les modèles de la génétique des populations classiques. Et donc, au modèle de réduction entre guillemets compositionnelle qui semble adopter Mère dans sa critique, je voudrais opposer un autre modèle de réduction qui s'inspire de la manière dont la question de la réduction de la complexité algorithmique d'un problème donné est définie dans le cadre de la théorie de la computabilité. Donc, il s'agit de, dans un tel contexte, réduire la complexité d'un problème consiste à traduire les problèmes en question formulés lorsqu'il a été formulé dans un langage formel donné, dans un autre problème formulé dans le même langage qui, disons, soit plus facilement résolu. Pour donner un exemple très simple, la solution de l'équation linéaire ax plus b égale 0 c'est réduit à les problèmes de résoudre, les problèmes de la résolution, les problèmes qui comportent la résolution de l'équation linéaire ax plus b égale 0 peut se réduire au problème qui comporte la résolution de l'équation de deuxième degré 0 x carré plus ax plus b égale 0. Et donc, comment on peut appliquer une telle définition de la réduction de la complexité à la question justement de la manière dont on pourrait utiliser les modèles de la génétique classique des populations pour résoudre des problèmes évolutifs complexes? On peut, pour répondre à cette question, on peut prendre en considération la manière dont George Gaylord Simpson a justement inspiré de la génétique des populations pour résoudre les problèmes de l'explication des différences entre les taux d'évolution du groupe que l'on peut observer dans différents phyla. Et donc, pour estimer justement ces taux évolutifs, Simpson s'est tourné vers une méthode d'analyse biométrique que l'on utilise également dans la génétique des populations et qui consiste à dresser des tables de vie pour les populations en question afin d'en déduire des courbes de survie. Plus précisément, une table de vie, comme vous pouvez voir à l'écran, consiste dans une matrice dans laquelle chaque ligne correspond à une certaine tranche d'âge x qui peut également être infinitésimale, alors que les différentes colonnes correspondent à autant de paramètres qui permettent de décrire les caractéristiques démographiques de la population qui fait l'objet de notre analyse. Parmi tous les paramètres que l'on peut considérer, les plus importants sont les suivants. Premièrement, les paramètres Lx, c'est-à-dire les nombres
Lx, c'est-à-dire les nombres d'individus toujours en vie au début de la tranche d'âge X, et donc les nombres d'individus ayant survécu jusqu'à ces mêmes âges. Ensuite, donc dans les paramètres Qx, c'est-à-dire les taux de mortalité correspondant à la tranche d'âge X, et le paramètre Px qui correspond au taux des natalités pour les différents au taux des natalités qui sont relatifs aux différentes tranches d'âge. Par conséquent, si l'on observe la dynamique démographique d'une population consistante dans une cohorte d'individus nés au même moment T, jusqu'à ce que les derniers ne soient morts, il est possible de décrire entièrement un tel processus à l'aide de ces différents paramètres. En particulier, il est possible de tracer une courbe décrivant la manière dont change la composition de différentes populations d'organismes qui représentent chacune une espèce distincte au fur et à mesure que les individus qui survivent remplacent les individus qui meurent. De cette manière, une telle courbe permet de déduire une dynamique microévolutive à partir d'une dynamique démographique. Donc, la courbe en question se trace en reportant sur l'axe des ordonnées la valeur de Lx pour toutes les différentes tranches d'âge, et en reportant sur celle des abscisses les valeurs x des tranches d'âge elles-mêmes, normalisées par rapport à la durée de vie moyenne de chaque population en question. Donc ici, la ligne discontinue montre une courbe de survie pour une population de mutants des drosophiles. Et l'intérêt, disons, l'intérêt de ce type de courbe pour Simpson résidait en ceci que la même méthode permettant justement de tracer des courbes de survie pour une population d'individus pouvait être utilisée de manière analogique pour tracer des courbes de survie relatives au genre qui constitue un certain phylum dont justement on veut étudier la dynamique macro-évolutive. Donc c'est ainsi que Simpson s'est résolu à adopter une telle manière de modéliser les dynamiques démographiques pour visualiser les taux évolutifs des groupes, dont sont affectés deux phylums qui sont l'un éloigné de l'autre, tels que, par exemple, les phylums des mollusques pélécipodes, dont la courbe de survie sont tracées par analogie avec la courbe des drosophiles est représentée par des tracés en pointillés. Et les phylums des mammifères placentaires carnivores, dont la courbe des survies est représentée par les tracés continus. De cette manière, Simpson a
cette manière, Simpson a pu visualiser une dynamique macroévolutive qui consistait justement dans consistant justement dans la dynamique de remplacement d'un genre par un autre au sein d'un pylône donné sur des échelles des temps géologiques, par analogie avec une dynamique microévolutive, l'évolution d'une population de drosophiles qui elle-même avait été disons, analysée à partir d'une dynamique, d'une troisième dynamique sous-jacente, à savoir une dynamique démographique. Donc, là, le bien fondé, disons, de cette analogie entre ces trois processus différents, donc d'une part la dynamique microévolutive d'une population des drosophiles et d'autre part les deux dynamiques macroévolutives du phylum des pélicipodes et du phylum des carnivores, est, disons, justifié par l'effet que si on compare la ligne discontinue, donc celle qui représente la courbe de survie de drosophile, à la ligne au tracé en pointillé, c'est-à-dire celui qui représente la courbe de survie des genres du phylum des pélicipodes, on peut identifier une certaine analogie quant à la forme de ces courbes. Et donc, l'on peut supposer que cette analogie formelle puisse traduire une certaine analogie entre les dynamiques sous-jacentes. C'est précisément en cela donc qui réside la justification théorique du présupposé que les courbes des survies des deux phylums donnés peuvent être utilisées pour déterminer les rapports entre les taux évolutifs des groupes de l'un et les taux évolutifs des groupes de l'autre. Sur la base de ces présupposés, les Simpson ont conclu donc que, comme la durée moyenne des genres appartenant au phylum des pélicipodes est supérieure à celle des genres du phylum des carnivores d'un ordre de grandeur qui est égal à 10, alors l'on peut affirmer, sans risque de se tromper, que les carnivores ont évolué à peu près 10 fois plus rapidement que les pélicipodes. Et plus, donc, c'est précisément dans un tel sens qu'il faut comprendre, du moins chez Simpson, les présupposés fondamentaux de la synthèse moderne, d'après lesquels les patrons macroévolutifs seraient compatibles avec les tendances microévolutives et extrapolables de Fukuda. Donc, en conclusion, réponse à la première question, la génétique de population classique s'est définie par ces modèles, par sa boîte à outils. La réponse à la deuxième question, la complexité évolutive du vivant se définit par la diversité des adaptations. Troisième réponse à la troisième question, la réduction de les modèles de génétique des populations classiques peuvent apporter des réponses à des problèmes complexes par la réduction des phénomènes complexes par traduction et par analogie.